La thématique de la protection sociale et plus particulièrement de la sécurité sociale, cette thématique, dans le cadre des écrits, mais également des épreuves orales, à l'intérieur des 20 concours, ces sujets tournent autour et ont pour axe, je dirais, dans un premier temps, la question de l'abus, la question de la responsabilisation. Exemple d'un sujet que l'on retrouve à l'intérieur d'une multitude de concours. Commenter et expliquer la phrase « La sécurité sociale, c'est bien, en abuser, ça craint ». Sujet donc typique, très classique. Deuxième typologie de sujet, on mesure une démocratie à sa capacité à rendre accessibles les soins. Donc là, il s'agit de la dimension démocratique et bien évidemment, on ne peut pas faire l'économie de la présentation, et c'est ce que nous verrons, et de l'explication dans le détail du TPG, c'est-à-dire du tiers payant généralisé dans le cadre donc de la loi Marisol Touraine. Autre sujet dans lequel il n'y a pas de question, donc un sujet un peu plus épineux en apparence, mais il revient en fait plus ou moins aux deux autres, il est identique, démocratie et sécurité sociale. Bien, donc il faut faire le rapport entre les deux. Enfin, le système de la sécurité sociale donc, est réputé l'un des meilleurs au monde. Il semble en déclin. Qu'en pensez-vous? Donc là, on a vraiment, je dirais, le curseur concernant donc, le déclin. Le déclin est un mot très fort. Donc il s'agisse de l'idée de responsabilisation, de démocratie ou de déclin. Il faut bien évidemment comprendre, je dirais, le cadre de la sécurité sociale. Alors l'une des erreurs commises par beaucoup d'élèves est de confondre sécurité sociale et soins. La sécurité sociale ne nous renvoie pas uniquement aux soins. La sécurité sociale a été créée donc, dans les années 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de s'occuper des personnes, n'est-ce pas, précaires, les soldats de retour donc, de la guerre. Et la sécurité sociale s'est donc organisée année après année. Et aujourd'hui, elle est composée de 4 branches. La branche des retraites, des soins, de la famille et de l'emploi. La sécurité sociale, comme son nom l'indique, à l'intérieur, il y a le mot sécurité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce principe est un principe de solidarité, un principe, eh bien, tout simplement, nous permettant de nous prémunir face aux accidents de la vie. L'accident de travail, une maladie, la vieillesse, tous ces obstacles, toutes ces difficultés que l'on connaît durant l'existence, eh bien, la sécurité sociale nous permet de les dépasser et tout simplement, c'est une aide solidaire. Bien évidemment, la problématique de la sécurité sociale concerne le déficit. Nous avons en effet la problématique du déficit qui n'est pas tout à fait le même selon les branches. La branche maladie est la branche qui est le plus en déficit au jour d'aujourd'hui. Le déficit se comprend à partir de l'équation recettes-dépenses. C'est un peu comme, je dirais, votre compte en banque. Vous avez des rentrées d'argent et des sorties d'argent. Eh bien, au niveau de la sécurité sociale, il en est de même. Et c'est donc la raison pour laquelle il vous faudra comprendre tout simplement eh bien, la loi de ce qu'on appelle LFSS, loi de finances de la sécurité sociale, initialisée donc dans les années 1996. La loi concernant donc la sécurité sociale, la loi de finances, est à mettre en parallèle avec l'ONDAM, qui est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. L'ONDAM est fixé chaque année par le gouvernement à l'intérieur donc de la loi de finances et permet tout simplement de réguler les dépenses. C'est un outil qui évidemment est d'une importance extrême puisqu'il permet à la fois de donner une certaine lisibilité, une certaine clarté et de fixer des curseurs. Qu'il s'agisse de l'ONDAM ou de la loi de finances, dans tous les cas, il s'agit de maîtriser les dépenses.
Ces dépenses, comment l'État envisage-t-il de les maîtriser? Il y a plusieurs outils. L'outil numéro 1 qu'il faut maîtriser et comprendre, c'est tout simplement les médicaments génériques. Les médicaments génériques, l'objectif de ces médicaments est justement de réduire les coûts, les dépenses liées à l'achat et à la consommation des médicaments à l'intérieur des ordonnances. Premier point. Deuxième point, l'ambulatoire. L'ambulatoire, et je parlerai ici du virage ambulatoire. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes hospitalisées sortent le jour même, alors qu'il y a 10-15 ans, elles étaient hospitalisées 1, 2, voire 3 jours. L'ambulatoire permet tout simplement de réduire les coûts de séjour à l'hôpital. Dernier point concernant les moyens permettant de réduire donc, le déficit, c'est tout simplement la réduction des honoraires des professions libérales. Le thème tendance par excellence, bien évidemment, il s'agit d'Internet. Les sujets concernant Internet au sens large sont les suivants. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, le livre n'est plus à la page commenté. Deuxième sujet, l'économie du partage, avantages et opportunités. Ces sujets concernent, je dirais, l'écran en général, c'est-à-dire le petit écran, la tablette, l'ordinateur. Il y a ici la problématique de l'addiction, c'est-à-dire l'impératif de posséder tel ou tel objet, mais de ne pas être possédé par l'objet. Donc, posséder sans être possédé, et il y a toujours cette idée qu'il faut trouver un juste milieu sans pour autant choisir de vivre dans le passé. Donc ça, c'est le premier axe. Cependant, je pense qu'il est, je dirais, impératif de replacer la problématique d'Internet dans un cadre un peu plus large qui est celui de l'économie du partage. L'économie du partage est, de mon point de vue, je dirais, la thématique la plus, je dirais, importante dans la mesure où elle correspond véritablement à tout l'axe de ce XXIe siècle. L'économie telle que nous l'avons connue, le modèle du XXe siècle, est en train de basculer. Qu'il s'agisse de Uber, qu'il s'agisse de Airbnb, de Blablacar, du Bon Coin, l'économie du partage signifie qu'on n'a plus l'équation du consommateur qui s'adresse à une entreprise, mais des personnes qui se vendent des services donc entre elles. Et évidemment, cela pose un problème au niveau du statut de salarié, puisqu'on peut se poser la question, est-ce que l'économie du partage ne va pas remettre en cause le schéma traditionnel, à savoir le mode patron-salarié, employeur-salarié. Ensuite, pose le problème de la fiscalité, et donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement est en train de plancher, puisque lorsque je vends, lorsque je loue un service, évidemment, ces services ne sont pas fiscalisés, donc il y a là une perte, je dirais, de gain. Au jour d'aujourd'hui, un site comme Airbnb devient un des premiers sites de réservation, donc cela crée évidemment un déséquilibre vis-à-vis de l'industrie hôtelière. La problématique de l'économie du partage est donc essentielle et c'est la raison pour laquelle il faut replacer Internet, non pas au sens réduit, c'est-à-dire pour ou contre ou addiction, mais bien la replacer dans sa problématique générale, à savoir l'idée qu'un nouveau mode de consommation, une nouvelle économie, tout simplement est en train de se mettre en place. La loi de 1905 est très claire. Elle sépare l'Église de l'État et indique tout simplement qu'il est interdit de retrouver des signes religieux à l'intérieur donc des locaux, qu'il s'agisse d'une mairie, d'une école ou d'une préfecture. Donc les services publics sont indépendants de la religion, qu'il s'agisse de la religion judéo-chrétienne, de la religion musulmane, quelque religion que ce soit. Donc,
Cette séparation de l'Église et de l'État nous conduit aujourd'hui à considérer certaines décisions à l'intérieur de tribunaux administratifs, qu'il s'agisse de l'affaire de Melun, de la ville de Melun, ou Montpellier ou Béziers, et je veux bien évidemment parler de la présence de la crèche de Noël dans le hall de ces mairies. Cette analyse nous conduit bien évidemment à considérer deux interprétations. Soit une interprétation stricte, à savoir la crèche de Noël est un emblème religieux, ou une interprétation souple, à savoir la crèche n'est plus un emblème religieux en tant que tel, mais appartient à la culture judéo-chrétienne. Il faut bien évidemment non pas considérer cette problématique en choisissant tel camp ou tel autre camp, il faut considérer, je dirais, le problème dans son fond, à savoir que nous dit véritablement la loi de 1905, qu'est-ce qu'elle a prévu, et bien évidemment, on peut considérer cette même législation au regard de la loi de 2004 concernant le port du voile dans les universités et dans les écoles. Aborder la thématique de l'euthanasie, c'est aborder le cadre législatif actuel et bien évidemment évoquer la loi Leonetti-Claeys de 2015. Cette loi repose sur, premièrement, les directives anticipées. Je veux dire par là qu'un malade, dans le cadre donc d'une maladie incurable, peut donner par écrit ces directives permettant de fixer l'action des médecins. Le rôle des médecins s'inscrit ici dans le cadre de ces directives et comme le nom l'indique, directives anticipées signifie que le malade, d'une manière donc anticipée, ordonne, donne une direction à suivre. Le malade peut également le faire en donnant ses indications à la personne de confiance. En d'autres termes, la loi Leonetti permet d'éviter l'obstination déraisonnable, l'acharnement thérapeutique, et bien évidemment, cette loi doit être également interprétée à la lumière du cas Vincent Lambert. Le cas Vincent Lambert nous renvoie justement à cette problématique qui consiste, en l'absence de directives anticipées, à une problématique juridique, puisque aujourd'hui, la vie de ce tétraplégique dépend justement de cette application, cette loi concernant la fin de vie. Donc la question de l'euthanasie, je le rappelle, dans le cadre de la législation française, l'euthanasie est formellement interdite. La loi Leonetti est sujette à interprétation. Pour certains, c'est une forme d'euthanasie, dans la mesure où la mise en sédation profonde, puisque le point numéro 2 sur lequel donc, je voudrais venir ici, c'est la sédation profonde. Qu'est-ce que la sédation profonde? La sédation profonde, c'est le fait de plonger donc, le patient dans un coma lui permettant de ne plus souffrir. L'effet secondaire de cette mise en sédation, je dis bien l'effet secondaire, peut être justement la mort. Donc, le statut de cette loi est sujette, comme je le disais précédemment, à discussion et interprétation. Est-ce que c'est une forme d'euthanasie ou est-ce que c'est simplement une manière de mourir en dormant? Excusez-moi pour l'expression, cette expression est assez, je dirais, terrible, au sens où on ne meurt pas en dormant, mais ceci dit, force est de constater que la sédation profonde est une forme de sommeil, n'est-ce pas, profond. La problématique de l'euthanasie doit également être considérée à la lumière de la législation et plus particulièrement du suicide assisté. On connaît le suicide assisté surtout et avant tout
au regard des exemples qui animent la presse et principalement les articles concernant la Suisse, puisque la Suisse, entre autres, a légalisé le suicide assisté. En d'autres termes, on parle de tourisme mortuaire, puisque moyennant une somme de 8 000 €, grosso modo, on peut, avec un certain protocole, bien évidemment, décider, dans certaines conditions, maladies incurables, etc., de mettre fin à sa vie sur le territoire helvète, donc en Suisse. Ces problématiques concernant l'euthanasie active, l'euthanasie passive, la loi Leonetti, le suicide assisté, toutes ces problématiques, évidemment, nous obligent à considérer le problème de la dignité humaine et, évidemment, le cadre juridique. C'est la raison pour laquelle ces examens nécessitent une lecture approfondie dans le détail de ces différentes lois, et principalement ici, donc c'est le cas précisément de la loi Leonetti de 2015. Préparez chez vous et à votre rythme l'épreuve de culture générale de votre concours. Accédez à vos cours et à vos exercices en vidéo 24 heures sur 24. Entraînez-vous grâce à des concours blancs interactifs. Posez toutes vos questions en direct à un jury professionnel. Plus d'une centaine de thématiques de culture générale à découvrir sur notre site Visioprépa. Les formations sont dispensées par des professeurs reconnus, dont Alain Annibaldi, professeur de philosophie. Il a enseigné à l'École centrale de Paris, ECE, et à l'Institut Honoré de France. Jury au concours depuis plus de 20 ans, il est également l'auteur de l'ouvrage « Les 100 questions à l'oral ». Pour accéder à toutes ces fonctions, il vous suffit de sélectionner la durée de votre prépa, 3, 6 ou 9 mois. Vous recevez votre premier sujet de concours à l'écrit le jour même. Un calendrier vous indique les dates des rendez-vous des corrections en direct. Alors à bientôt sur Visioprépa.